L'essentiel de l'actualité de ce lundi, bonsoir, bienvenue. Plus de 1300 femmes initiées à la lecture grâce au programme d'alphabétisation fonctionnelle des commerçantes du district d'Abidjan par la TIC. L'ONG Gatik, au cœur de cette opération, a reçu ce lundi des mains de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, le prix international UNESCO Confucius d'alphabétisation. Mettre en place de nouvelles politiques d'investissement en vue de stimuler les zones franches et spéciales, c'est l'objectif de l'atelier sur la contribution des zones économiques spéciales par l'industrialisation en Afrique. La rencontre d'Abidjan a réuni des experts et des directeurs généraux des industries. Et puis, l'ancien Premier ministre malien, Soumeilou Boubé Maïga, est mort en détention ce lundi à la clinique Pasteur de Bamako à l'âge de 67 ans. À la primature entre décembre 2017 et avril 2019, le natif de Gao a également servi son pays en tant que chef des services de renseignement, ministre des Affaires étrangères et secrétaire général de la présidence. Mais tout d'abord, je le disais, l'ONG Gatik, grand vainqueur du prix international UNESCO Confucius d'alphabétisation. La cérémonie de remise s'est déroulée aujourd'hui au Sofitel Hôtel Ivoire et présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cette ONG ivoirienne a pu initier à la lecture près de 1350 femmes issues des communes de Cocody, Marcory et d'Abobo. Jérôme Kofi Aboula. Un prix, le prix international UNESCO Confucius d'alphabétisation. Un lauréat au titre de l'année 2021, le groupement des alphabétiseurs par les technologies de l'information et de la communication, Gatik, une ONG ivoirienne. Le prix a été remis officiellement à son grand gagnant ce lundi en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Comme son nom l'indique, le prix international UNESCO Confucius d'alphabétisation est initié par l'UNESCO pour encourager l'alphabétisation fonctionnelle des adultes en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Dans la perspective de la lutte contre l'analphabétisme, l'UNESCO a eu des résultats avec un projet mené à Korogo avec le programme alimentaire mondial, avec des groupements de femmes agricultrices. Une femme alphabétisée, lorsqu'elle est alphabétisée, elle envoie ses enfants à l'école. Donc c'est ce cercle vertueux en faveur de l'éducation que l'UNESCO et le système des Nations Unies sont heureux de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. Avec ce prix attribué à l'ONG ivoirienne Gatik, la Côte d'Ivoire se voit honorée à travers sa politique d'alphabétisation conduite par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La titulaire de ce département, Maria Toukone, est ici représentée par son collègue de l'enseignement supérieur. La présente rencontre nous offre l'occasion de réaffirmer l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à veiller à ce que d'ici à 2030, tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, d'hommes et de femmes sachent lire, écrire et compter conformément à la cible 4.6 de l'ODD 4. Conformément à cette cible, mon département ministériel, qui s'inscrit dans la logique du développement du capital humain dont la Côte d'Ivoire a besoin pour transformer structurellement son économie, est résolument engagé à promouvoir la littératie et la numératie. Ainsi, à travers sa stratégie nationale d'alphabétisation, il déploie des centres d'alphabétisation prenant principalement appui sur le réseau des écoles primaires répartis sur l'ensemble du territoire national. En tant que marraine, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est félicitée de la tenue de cette cérémonie. L'importance de l'alphabétisation n'est plus à démontrer. C'est pourquoi je soutiens toutes les actions de promotion de l'alphabétisation, au nombre desquelles le prix international UNESCO Confucius d'alphabétisation, initié par l'UNESCO, qui encourage particulièrement l'alphabétisation fonctionnelle des adultes en milieu rural et des jeunes non scolarisés en utilisant les nouvelles technologies. En ce qui me concerne, avec ma fondation Children of Africa, j'accorde une attention particulière à la scolarisation de nos enfants afin que plus tard, ils ne soient pas confrontés au handicap de l'analphabétisme, mais surtout qu'ils puissent aspirer à un bel avenir.
Le prix international UNESCO Confucius d'alphabétisation a été créé en 2005 avec le soutien du gouvernement chinois. Pour l'édition 2021, le lauréat part avec une enveloppe d'une valeur de 15 millions de francs CFA, une médaille et un diplôme. La journée internationale de la francophonie a été célébrée hier dimanche 21 mars. En Côte d'Ivoire, les festivités ont eu lieu à l'ISTC Polytechnique, Institut des sciences et techniques de la communication. Les enjeux de l'utilisation du numérique en Côte d'Ivoire, c'est le thème de l'édition 2022. Retour donc sur la célébration avec Serge Collier. Tribune de promotion de la langue française, la journée internationale de la francophonie reste fidèle à sa tradition. Ce dimanche 20 mars 2022, Konaté Alima, lauréate du prix de la meilleure oratrice, et Kwadio Eli, vainqueur du concours de dictée, ont été distingués. Avec eux, une quinzaine d'autres élèves. La secrétaire générale par intérim de la Commission nationale de la francophonie, Bernice Nguessan, a félicité les responsables du collège moderne Abobo PK18 pour leur implication dans cette activité majeure de la journée internationale de la francophonie 2022. Elle souligne l'intérêt du thème choisi cette année, à savoir les enjeux de l'utilisation du numérique en Côte d'Ivoire. Son Excellence Marie-Yvette Kolokou, ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire, salue au nom du groupe des ambassadeurs francophones ces différentes activités qui marquent la Journée internationale de la francophonie. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Adom, a représenté son collègue de la communication, des médias et de la francophonie. Maîtriser les enjeux du numérique, c'est maîtriser le futur, comme on dit. C'est pourquoi le ministère de l'économie numérique, de la télécommunication et de l'innovation, avec le président de la francophonie, se sont engagés dans la promotion d'initiatives visant à sensibiliser et à former les jeunes. Débuté le 14 mars dernier, l'édition 2022 de la Journée internationale de la francophonie se tient jusqu'au 31 mars prochain. Une série d'activités pour marquer le trait d'union entre les 88 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Un autre titre que nous développons à présent. Alors que les zones économiques spéciales se multiplient sur le continent, le bilan reste pour l'instant mitigé. Les experts se sont donc réunis à Abidjan afin de réfléchir sur les mécanismes de régulation du secteur. Objectif, garantir la compétitivité de ces zones franches. L'ancien Bakayoko nous en parle. Aujourd'hui, l'Afrique compte 237 zones économiques spéciales. Ce sont des espaces qui bénéficient d'incitations fiscales douanières et de procédures administratives simplifiées par rapport au reste du territoire. Malheureusement, ces zones économiques spéciales ne sont pour l'instant pas parvenues à industrialiser les économies du continent. Beaucoup de pays africains ont adopté les zones économiques spéciales comme des outils stratégiques en matière de développement industriel. Et aujourd'hui, avec l'entrée en vigueur de la ZLECAf, la question de la performance et de l'impact économique de ces zones économiques spéciales se pose. Pouvoir échanger avec les autres experts des pays africains venant notamment du Maroc, de la Tunisie, permet justement aux experts ivoiriens qui travaillent sur ces questions de pouvoir mieux capitaliser les expériences des pays qui ont des exemples assez réussis dans ce domaine. Objectif, attirer des investissements étrangers et développer des secteurs d'activité variés. L'État s'engage ou investisse dans le développement de ces zones économiques spéciales et particulièrement pour ce qui nous concerne dans le développement des zones industrielles, mais c'est de faire en sorte que ces zones aient un véritable impact sur la croissance économique, sur la création d'entreprises et sur la création bien évidemment d'emplois et de richesses. Pour développer ces zones économiques spéciales, la Côte d'Ivoire ne manque pas d'arguments. Un bassin de main-d'œuvre abondante offrant une vraie compétitivité, ainsi que le raccordement aux infrastructures logistiques et énergétiques. Enfin, la proximité avec les matières premières. Toujours en économie, il n'existe pratiquement plus de marché de capitaux sans code de gouvernance.
C'est ce qui a motivé la Bourse régionale des valeurs mobilières à se doter d'un code de gouvernance. Le document a été adopté par les acteurs du marché financier. L'action a pour but d'accroître la performance des entreprises cotées. On voit cela avec Lansine Bakayuko. Ce code de gouvernance, un document de 38 pages et 5 annexes, un puissant levier de performance pour les entreprises, mais surtout un grand pas dans le processus de maturation de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Ce code reflète l'appropriation par notre écosystème de la réalité incontournable que constitue aujourd'hui la gouvernance, entendue comme une combinaison de dispositions législatives et de mesures non contraignantes destinées à juguler les pratiques à risque dans une optique d'efficacité et de développement durable. Une gouvernance d'entreprise codifiée pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, un gage de crédibilité, de transparence, également un argument de compétitivité du marché boursier, selon les commanditaires du document. La mise en place, à terme, d'un mécanisme de reporting par rapport à la conformité au code sera un outil additionnel de nature à renforcer le processus d'adhésion et d'application de ce code. Nous ne pouvons qu'encourager la BRVM à aller dans ce sens et nous serons heureux de vous accompagner dans ce processus de sensibilisation, d'appropriation et d'application. Cette démarche novatrice porteuse d'attractivité comporte 11 principes clés, des standards internationaux autour des questions liées essentiellement à la qualité de l'information financière, l'organisation, l'éthique et la déontologie. Le code de gouvernance des entreprises constitue non seulement un outil de renforcement et de contrôle de la gouvernance de nos entreprises, mais aussi un baromètre de la maturité de notre place financière. Aujourd'hui, la Bourse régionale des valeurs mobilières, c'est 33 sociétés cotées. Faisons à présent un point sanitaire lié à la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 21 mars 2022 4 nouveaux cas de Covid-19, 15 guéris et 0 décès. À la date du 21 mars 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 667 cas confirmés, dont 80 829 personnes guéries, 796 décès et 33 cas actifs. Le 20 mars, 5 234 doses de vaccins ont été administrées. Un centre de santé intégré pour le village de Gros-Gros, c'est dans le département de Tibissou. C'est une infrastructure sanitaire qui va servir 5 villages. Elle est réalisée par le gouvernement avec le soutien des cadres et Soro Corona était à l'inauguration. Voici son reportage. La santé se rapproche de la population. Les offres de santé des populations de Gros-Gros et 5 autres villages du canton d'Anafoué, département de Tibissou, s'améliorent. Un nouveau centre de santé intégré avec un pavillon de nutrition et les logements de l'infirmier et ceux de la sage-femme inaugurés par des membres du gouvernement. C'est un projet cher au village de Gros-Gros qui se réalise. Mes sentiments de gratitude et de reconnaissance à l'égard du président Alassane Ouattara et son gouvernement qui ont bien voulu mettre à la disposition de nos parents un outil de développement. Quand vous avez vos parents, pour une histoire de mal de tête, il peut mourir. Quand il n'y a pas un centre de santé, c'est là où vous voyez l'importance. Aujourd'hui, un centre de santé, c'est tout. C'est apporter la vie à nos parents. Cette infrastructure sanitaire est entièrement financée par l'État de Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre de la Santé exhorte les populations à fréquenter le centre de santé. La ministre gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi, se réjouit des efforts du gouvernement pour rapprocher la santé des populations en leur offrant des soins de qualité. Le seul objectif de son excellent Monsieur le Président de la République, c'est toujours le bonheur de ses concitoyens. Il nous fait confiance et qui nous demande d'être les plus proches possibles de nos parents et c'est ce que nous faisons. Depuis Gros-Gros, Bertin Konakwadio invite les populations à laisser leurs enfants militer dans le parti politique de leur choix afin d'éviter de fragiliser le vivre ensemble et la cohésion sociale, gage de tout développement. Il y a beaucoup de partis politiques aujourd'hui. La création est partie.
Donc les temps ont changé. Maintenant, dans un village, dans une même famille, vous pouvez être prêt, même père, même mère, jumeaux. Un qui est au RDP, un qui est au PDC. Le président de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, appelle les populations à accompagner le président de la République dans la réalisation de sa vision, celle de développer toute la Côte d'Ivoire. Il faut que les parents comprennent qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller de l'avant. Le président a une vision pour la Côte d'Ivoire, il travaille pour les Ivoiriens. Les populations nous ont chargés de dire merci au président de la République pour tous ces joyaux dont elle dispose et qui certainement vont changer la vie des populations. La visite guidée du nouveau centre de santé intégré a été la dernière étape de cette inauguration. Le ministre de la Santé visite des édifices en construction en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée en 2023 par la Côte d'Ivoire. Pierre Demba s'est rendu à San Pedro et on l'apprend, l'hôpital général qui devient un centre hospitalier universitaire est en phase de finition. Sam Conan. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en visite du travail au CHU, centre hospitalier universitaire de San Pedro. Pierre Demba, accompagné de son collègue ministre, Félix Anoblé, maire de la commune, s'est rendu dans les 14 blocs équipés de matériel et d'un plateau technique de dernière génération. 2%, c'est le taux d'exécution des travaux restants. Initialement prévu pour être un hôpital général, l'édifice sanitaire est transformé en centre hospitalier universitaire et va être inauguré dans les semaines à venir. Nous sommes en fin de chantier, nous sommes en train de mettre les dernières mains afin que ce CHU soit livré à la population. Je pense que j'ai vu un centre hospitalier aux normes avec les équipements de pointe. Nous sommes en train de passer en revue les dernières finitions pour s'assurer que aussi bien le matériel que les fluides médicaux, qui sont des équipements importants pour le bon fonctionnement de l'hôpital, sont en place. Surtout qu'il s'agit de San Pedro, l'une des villes importantes de notre pays, qui va accueillir davantage de monde. Donc il faut vraiment doter cette ville d'un CHU digne de son nom avec les équipements qu'il faut. Le ministre Pierre Demba et sa délégation ont également visité les travaux de rénovation et de réhabilitation du centre hospitalier régional. Des travaux qui connaissent un retard, a constaté le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. On reste à l'intérieur du pays. Bientôt, le forage de Maké dans le département de Grand Laou sera à nouveau exploitable. L'Office national de l'eau potable va s'occuper de la question. Construit en 1985, ce forage a été délaissé pour le fort débit de l'eau, empêchant les travaux. Le point de Didier Nguessan. La lagune Tagba, salubre, est longée par une ripisylve, cette forêt en bordure d'eau avec sa diversité végétale. Elle ceinture la presqu'île de Maké, village d'Ida situé à une vingtaine de kilomètres de Grand Laou. Un écosystème que même la science hydraulique a eu du mal à dompter. Ce forage en est le symbole. Construit en 1985, l'eau y coule depuis 37 ans sans discontinuer. L'ouvrage, abandonné depuis par la société de forage à cause du fort débit de l'eau, est une aubaine pour les villageois. On puise pour préparer. Bon, il y a certaines qui boivent ça. Bon, comme c'est un peu salé, nous on va à la source pour puiser pour boire. Sinon, il y a certaines qui boivent ça. On n'utilise plus beaucoup pour se laver. Bon, au fait, c'est du gâchis au moins. C'est du gâchis parce que s'il y avait un moyen, on pouvait arrêter ça. Et puis, quand tu viens puiser, tu peux ouvrir le robinet et puis fermer. Mais ça, avant, ça coulait un peu plus fort que ça. Maintenant, au fur et à mesure que les années passent, ça commence à diminuer. Apollos a connu la fontaine étant enfant. Les années se sont écoulées autant que l'eau a coulé. Aujourd'hui, père de famille, il relate l'histoire de ce point d'eau. Ils ont envoyé des machines. La machine de la société Foraco a venu creuser pour trouver l'eau. Maintenant, puisque l'eau était trop abondante, ils n'ont pas pu créer en fontaine. Donc, ils ont laissé le mécanisme comme ça. Se créer, fonctionner lui seul, jusqu'à ce que la pression diminue jusqu'à aujourd'hui. Avant, la pression était plus forte que celle-là. Donc c'est comme ça, depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui.
On ne pouvait pas arrêter parce qu'on dit la pression de l'eau est trop forte. Si on arrêtait, ça allait péter la cour. Aucune société n'est venue faire l'entretien jusqu'à aujourd'hui. C'est nous-mêmes qui faisons notre entretien. Consommation, cuisine ou lessive, cette eau de forage sert à tout. Elle semble incolore, inodore et sans saveur. Les qualités d'une eau potable. Mais l'est-elle vraiment? Sa consommation présente-t-elle un risque pour les villageois? Contacté par la RTI, l'Office national de l'eau potable, ONEP, a dépêché ses techniciens sur le site. Des prélèvements ont été effectués le 27 janvier dernier et le laboratoire d'analyse et du contrôle de la qualité de l'eau a conclu que l'eau du forage de Maké respecte les normes de l'OMS. Elle est potable, en tout cas d'un point de vue physico-chimique que bactériologique. Donc c'est une eau en réalité qui peut être consommée sans danger. Comment se présente la nappe souterraine de la région des Grands Ponts en général et celle de Maké en particulier? C'est une nappe qui est généralement assez bonne, facile d'accès. Il semble que nous sommes en présence d'un phénomène dit une nappe artésienne, c'est-à-dire que cette eau-là, elle sort de terre sous pression. Ça, on va avoir besoin spécialement d'être pompée. Peut-on considérer comme un gaspillage l'écoulement 24 heures sur 24 de cette eau? On ne peut pas véritablement parler de gaspillage. Bon, dans la mesure où cette eau-là, elle est quand même consommée par les populations qui sont à côté. Faire en sorte que cette eau-là soit récupérée, soit, n'est-ce pas, stockée. Faire peut-être un château d'eau qui puisse servir je dirais, les localités avoisinantes. Le ministère de l'Hydraulique, dans le cadre du programme social du gouvernement, envisage un usage au bénéfice de plusieurs villages de l'infrastructure hydraulique de Maké. Un véritable don de la nature. Le conseil municipal de Lakota a tenu sa première réunion de l'année 2022. Cette session a permis au maire Sami Méry de faire le point de l'exercice budgétaire 2021. Autre point évoqué, les investissements dans les secteurs sociaux afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Mama Traoré. Pour cette première réunion du conseil municipal de l'année, un point d'honneur a été accordé au bilan financier de l'exercice 2021. Il en ressort un excédent budgétaire de 89 millions de francs CFA, en plus de l'octroi par le gouvernement d'une subvention spéciale de 100 millions de francs CFA afin de financer plusieurs projets dans le secteur de l'éducation. Satisfait d'une telle gestion, le conseil a donné quitus au maire de livrer aux populations des ouvrages déjà achevés. 4 marchés que nous avons construits, un à Daïri, un à la cité Koné, la cité Zega Extension, plus un ici donc au marché en face donc de la mairie, ça fait totalement 4 marchés. Donc nous demandons aux commerçants de s'approprier ces marchés. Et c'est un appel que je lance encore aux commerçants, vraiment de prendre toutes les dispositions pour changer l'habitude et de venir dans des coins plus sécurisés. Sami Méry annonce que le budget communal devrait atteindre la barre de 500 millions de francs CFA cette année. Avec ses ressources, la mairie compte davantage investir dans le renforcement de l'accès à l'électricité et dans un projet d'embellissement de la ville. En prélude à son prochain sommet prévu pour se tenir en terre africaine, la Fédération pour la paix universelle continue de mobiliser en Côte d'Ivoire les ambassadeurs de paix. Ce week-end, elle a tenu à Ferkessédougou un sommet régional autour du thème « Paix et interdépendance pour le développement ». Léon Brou. Ce document que la Fédération pour la paix universelle remet au deuxième vice-président du Conseil régional concentre l'engagement des forces vives du Tchologo à la culture de la non-violence pour le maintien de la paix, condition du développement. Il referme le sommet de l'Organisation mondiale de promotion de la paix, aussi marqué par l'installation du comité régional de paix du Tchologo. Notre mission ici, c'est de travailler pour la paix, consolider la cohésion entre les populations. Surtout qu'actuellement, avec cette histoire d'attaque, djihadistes et autres, il y a un travail que ce conseil peut jouer auprès des populations, surtout auprès de la jeunesse. Maintien de la paix, surtout en faisant échec au terrorisme, chefs coutumiers, élèves et étudiants du Tchologo, donc sensibilisés. Des travaux avec le soutien d'autorités locales, notamment le président du conseil régional, par ailleurs ministre d'État, ministre de la Défense. Avec la menace djihadiste, un conseil de paix dans notre région est plus qu'important, plus que nécessaire pour amener les différentes communautés
à vivre ensemble. Nous souhaitons vraiment que les activités du Conseil de paix s'étendent à tous nos villages, tous les petits campements, parce que c'est de là-bas que viennent les grands conflits. Sur les conditions de paix, le président de la FPU, le journaliste Kassaï Lazare, indique qu'il faille aux citoyens de vivre pour les autres et avec les autres. En somme, incarner les 5 principes universels de paix. Il faut arriver à travailler sur l'esprit et le moral de l'homme. Si vous laissez de côté son esprit et son moral, vous ne pouvez rien faire de lui. Que la famille que nous avons créée aussi nous-mêmes soit vraiment précieux comme la prunelle de nos yeux. Parrainé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le sommet de la Fédération pour la paix universelle pour la région du Tchologo est placé sous le patronage du ministre d'État, ministre de la Défense. Paris réussi pour Bonjour Paris, la 22e édition de l'émission humoristique Bonjour Paris 2022, produite et diffusée par la RTI, a eu lieu en grande pompe samedi dernier à la Maison de la Mutualité en France. Plus de 2000 personnes issues, en grande majorité de la communauté africaine, étaient réunies pour un spectacle à guichet fermé. Les humoristes et non des moindres, tels Go Michel, Cravate, Le Magnifique ou encore Priscilla Dégameuse et Ramatoulaye se sont succédés sur la scène au grand bonheur du public. Parga se reconnaît. Paris, rue Saint-Victor dans le 5e 24, la maison de la mutualité surchauffée. C'est que les humoristes de Bonjour, émission humoristique de la RTI, sont en pleine prestation. Sur le podium, ils tiennent le public parisien en haleine. La beauté d'une femme, c'est le cœur. Hey, les belles filles ont trop la chance, les gars. Quand vous regardez la télévision, par exemple, les belles filles font des émissions fashion. Quand c'est nous, les moches, c'est les publicités de gaz. Publicité de cubes d'assaisonnement. Et tu vois nos scénarios. Ma chérie, mon mari a découvert une nouvelle tomate. Ce grand rendez-vous du rire de la RTI a bénéficié du soutien des membres du gouvernement, du conseil technique du président de la République, Lassana Ouattara, dit l'ASPR, et de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, parrain de Bonjour Paris. On m'a dit qu'il y a plus de 1700, environ 1700 personnes dans cette salle. Monsieur le ministre, à notre demande, la RTI a bien voulu organiser ici à Paris Bonjour. Ceci pour rassembler nos compatriotes, pour vivre la fraternité, pour vivre l'union, pour vivre la paix retrouvée. Cette cérémonie est en train de devenir une cérémonie continentale parce que les humoristes ivoiriens ont du renom aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Je voudrais leur dire infiniment merci au nom de Madame le ministre d'État. Que la paix soit belle. Je vous remercie. Le chef de l'État a demandé d'être proche de nos compatriotes. Nous ne pouvions être là et avoir cette occasion de rassemblement de tant d'Ivoiriens sans nous associer à ce rassemblement et être avec eux et partager donc un moment de détente. Surtout que nous savons que c'est un des premiers spectacles depuis la crise de la pandémie qui permet de réunir en un lieu autant d'Ivoiriens. C'était une belle occasion de communion, une belle occasion de cohésion et il était important que le gouvernement soit présent à côté des Ivoiriens pour leur apporter tout le soutien et tout l'appui institutionnel qu'il faut en pareilles circonstances. Nous sommes d'abord à Paris en mission et bien évidemment en marge de la mission. Lorsque nous avons été informés de l'organisation du Bonjour 2022 à Paris, à l'invitation de l'ambassade, nous sommes venus donc assister. Et c'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous constatons le talent de nos artistes et surtout la grande mobilisation des Ivoiriens donc de France autour de cette activité. Bravo à la RTI. Bonjour à Paris, une initiative de la RTI et de ses partenaires. Un ministre de la communication énergique qui est venu, qui a dit RTI, prenez toute votre place. Ça faisait beaucoup d'années maintenant qu'on ne revenait pas à Paris. Il nous a dit allez-y. Ensuite, un ambassadeur féru de culture qui se trouve dans la capitale de la culture, Paris, qui s'est engagé. Et un jeune opérateur qui ne recule devant rien. Donc la conjonction de tout cela nous permet d'être là aujourd'hui pour dire bonjour Paris. Et je voudrais simplement remercier ce fabuleux public qui nous montre que ni le ministre
ni l'ambassadeur, ni l'opérateur, ni le parrain, ni la RTI n'ont eu tort d'être ici à Paris. Merci. Le coparrain, lui, s'est réjoui de la mobilisation exceptionnelle des Ivoiriens de la diaspora. Je voudrais saluer nos autorités et dire que ce fut pour moi un plaisir d'associer mon nom à cette manifestation qui symbolise la cohésion sociale. Je pense que le rire nous unit, le rire va au-delà de nos clivages et ce fut donc un plaisir et un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, retrouver mes frères de la diaspora pour partager quelques moments de bonheur ensemble. Donc bonne fête et bon spectacle à tous. Quant au public, il n'a pas boudé son plaisir. Il souhaite le retour de Bonjour à Paris l'année prochaine. Avec tout le stress que nous vivons à Paris, c'est une émission qui vient nous égayer. Si cela pouvait se répéter chaque année, ce serait bien, quoi. Oui, sans hésitation, Bonjour doit revenir ici l'année prochaine pour rassembler tout le peuple ivoirien. Parce que ce qu'on recherche ici dans la diaspora, c'est ce rassemblement de tous les enfants, tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Billy Billy, Rémi Adam, ces artistes chanteurs étaient également de la partie. Bonjour Paris terminé, rendez-vous est pris l'année prochaine pour plus d'humour et de rire. Très belle cérémonie qui a tenu toutes ses promesses. Dans le reste de l'actualité, l'ancien Premier ministre malien est mort aujourd'hui à l'âge de 67 ans à Bamako, où il était en détention dans une affaire de fraude présumée. Soumaïlo Boubé Maïga, détenu depuis août 2021, est décédé dans la matinée dans une clinique de Bamako. Après une détérioration de son état de santé, des médecins avaient demandé son évacuation à l'étranger pour des soins. Son épouse avait saisi le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, dans une lettre ouverte au sujet de l'état critique de son mari. Poids lourd de la politique malienne, Soumaïlo Boubé Maïga a été entre 2017 et 2019 le premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé au pouvoir en 2013, renversé en août 2020 par un coup d'État militaire, puis décédé en janvier. Point final, excellente nuit. On se retrouve demain dès 6h30. Dieu nous garde.